Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau chapitre de votre formation, l'art d'accompagner les parents d'enfants à haut potentiel. Les deux premiers chapitres, on a fait une petite introduction à ce qu'est le haut potentiel et puis à l'approche que j'aimerais vous transmettre pour vous aider à devenir un expert de l'accompagnement des parents d'enfants à haut potentiel. Alors aujourd'hui, on va se parler de l'écoute active et de l'empathie. Dans cette partie, dans ce chapitre-là, je vais vous parler, comme je vous l'ai dit, d'écoute active et d'empathie. On va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Et puis, je vais vous proposer à la fin de ce chapitre des exercices à télécharger pour que vous puissiez vous entraîner à l'écoute active dans votre vie quotidienne, mais aussi dans votre vie professionnelle. Et puis, je vous proposerai également de répondre à un quiz pour vérifier les connaissances que vous avez acquises au cours de ce chapitre. Alors, on est parti. Avant de plonger dans le vif du sujet, j'aimerais déjà vous dire quelque chose d'important. L'écoute active, c'est pas simplement le fait d'entendre. Pour les parents d'enfants à haut potentiel, c'est particulièrement important parce que vous devez comprendre que ces parents, ils font face quotidiennement à des défis. Ils ont les défis de devoir répondre aux besoins spécifiques de leurs enfants. Et puis, ils vivent dans leur parentalité eux-mêmes de nombreux défis, on s'en reparlera, mais entre autres, le regard social qui est très pesant, le jugement, les injonctions de la société, le manque de confiance en eux, le manque de confiance dans leurs compétences, etc., etc. Donc, l'écoute active, c'est vraiment ce premier pas pour créer un espace dans lequel les parents vont pouvoir pleinement vous faire confiance. Je vous l'ai dit, hein, la plupart des parents, vous devez comprendre que quand ils arrivent en accompagnement avec vous, quelle que soit votre spécialité, la plupart du temps, ils ont déjà rencontré de nombreux professionnels. Ils ont fait le tour de pas mal de professionnels. Et moi, les retours que j'ai en accompagnement, c'est que les parents me confient qu'ils ne se sentent ni écoutés ni entendus. La plupart du temps, malgré le parcours de professionnalisation des professionnels de l'accompagnement, les parents à haut potentiel ont cette sensation, en tout cas, de n'avoir ni été écoutés ni été entendus. Alors, je vous l'ai dit, l'écoute active, c'est vraiment l'intérêt avec les parents d'enfants à haut potentiel, c'est vraiment de créer un espace où ils peuvent exprimer leurs préoccupations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va vraiment être le pilier, l'écoute active va être le pilier, la garantie de cet espace sans jugement dans lequel les parents vont justement pouvoir se déposer. Je vous l'ai dit, les parents d'enfants à haut potentiel, souvent, ils se sentent isolés, ils se sentent incompris et ils ont besoin de connecter avec vous. Et l'outil que je vous propose d'utiliser aujourd'hui pour favoriser cette connexion authentique avec les parents qui viennent vous demander votre aide et votre soutien, ça va être justement l'écoute active. L'idée, c'est vraiment de leur offrir cet espace qu'ils cherchent souvent depuis bien longtemps. Après, comme je vous l'ai dit, un parcours d'accompagnement semé d'embûches, semé de culpabilisation, de créer avec eux un espace dans lequel ils peuvent se sentir en complète sécurité. OK? Et puis, il y a cette idée avec l'écoute active, comme je vous l'ai dit, de connecter avec les parents. Pourquoi c'est tellement important? Je vous rappelle que les parents d'enfants au potentiel, de nombreux parents d'enfants au potentiel, je vais essayer de ne pas faire de généralité, euh, sont eux-mêmes des adultes à haut potentiel qui se connaissent ou qui se méconnaissent. C'est peut-être votre cas. Je rencontre de nombreux professionnels de l'accompagnement que je forme qui sont eux-mêmes concernés par le haut potentiel. On ne s'intéresse en général pas au haut potentiel par hasard. OK? Mais ces parents-là, ils ont aussi probablement un haut potentiel. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous dans votre accompagnement? Dans votre accompagnement, ça va vouloir dire que les parents vont avoir besoin de trouver une relation authentique avec vous. Les personnes à haut potentiel, ils sont en recherche de connexion et d'authenticité, d'humanité. C'est pour ça que ça va être vraiment important que vous puissiez leur offrir cette qualité relationnelle dont ils ont tellement besoin.
Ok, donc vous avez compris pourquoi l'écoute active était tellement important pour les enfants, pour les parents d'enfants à haut potentiel. Maintenant, c'est quoi les composantes, pardon, de cette écoute active? L'écoute active, elle passe pas simplement par le fait d'écouter. Elle passe par différentes choses quand on est un professionnel de l'accompagnement. Première chose, le langage corporel. Vous devez comprendre que dans la communication avec un autre être humain, le langage corporel est très important. Comment est-ce que vous pouvez, par votre posture, par vos gestes, par votre attitude, comment est-ce que vous pouvez euh, transmettre aux parents qui sont en face de vous que vous êtes pleinement en train de les écouter? Est-ce que c'est par un hochement de tête? Est-ce que c'est par une posture physique engagée vers l'avant et pas vers l'arrière? Comment, dans votre langage corporel, vous pouvez transmettre les signaux que vous êtes pleinement attentif, que vous êtes pleinement en train d'écouter ce que les parents sont en train de déposer? Ça, c'est vraiment quelque chose d'important, d'autant plus que les parents d'enfants à haut potentiel sont très sensibles à ça. Si, comme professionnel, vous avez appris qu'il fallait un certain détachement relationnel avec les personnes que vous avez accompagnées, vous allez avoir tendance à vous mettre en retrait, à vous mettre en recul physiquement, ou à gribouiller des choses sur un papier, ou à regarder ce qui se passe par la fenêtre, peu importe. Mais en tout cas, vous allez mettre en place tout un tas de mécanismes qui sont des mécanismes de défense pour ne pas aller pleinement dans la relation avec le parent, pour vous protéger de cette relation avec le parent. Or, les parents d'enfants à haut potentiel ne vous feront pas confiance, ne vous accorderont pas leur confiance si ils ne vous sentent pas pleinement engagés de manière authentique dans une relation avec eux. OK? Ensuite, deuxième composante de cette écoute active, ça va être le contact visuel. Encore une fois, dans le non-verbal, dans le non-verbal, comment est-ce que vous pouvez renforcer la confiance que les parents vont avoir en vous par ce contact visuel? Est-ce que vous allez avoir un regard comme ça qui va être très scrutateur? Ou est-ce qu'au contraire, vous allez adopter un regard plus doux? Euh, tout ça, votre manière de porter un regard sur les parents, ça va dire quelque chose de votre engagement dans cette relation d'accompagnement. Alors tout ça, bien entendu, ça va devoir, et surtout quand on parle de regard, il va falloir bien entendu que vous soyez en mesure de l'adapter aux familles qui sont en face de vous. Certaines familles vont chercher votre regard. Ils vont vraiment avoir besoin d'être dans vos yeux, d'accord, d'être accroché à votre regard pour se sentir soutenu, pour se sentir écouté, pour se sentir compris. Et puis, pour d'autres familles, ce regard qui pourrait être soutenu avec les autres va être vécu comme très intrusif, va être perçu comme jugeant, comme intimidant parfois. Donc, à vous, avec votre connaissance et votre intuition de la situation, à vous de sentir comment vous pouvez utiliser ce regard dans le respect des besoins de chacune des familles, en tout cas pour qu'elles sentent un soutien et pas un jugement de votre part avec votre regard. Et puis, il y a tous les signes qui sont non-verbaux. Les signes non-verbaux, ça va être d'hocher la tête, peut-être de sourire, d'utiliser des mots d'encouragement comme je comprends, je vois, d'accord, etc. Tout ce qui va permettre aux parents de sentir que vous êtes impliqués. Toute cette composante de l'écoute active, elle n'a comme objectif que de transmettre aux parents que vous les comprenez et que vous les soutenez pleinement. C'est vraiment important parce que, comme je vous l'ai dit, on a dans nos parcours professionnels, moi j'ai un parcours professionnel d'éducatrice spécialisée, je sais que parmi vous, il y a des psychologues, il y a des coachs, il y a des thérapeutes, il y a tout un tas de professions de l'accompagnement et en règle générale, ce que j'observe, c'est qu'on a tous été formatés pour accéder à cette professionnalisation
à quelque chose de l'ordre de il faut mettre une distance relationnelle avec les personnes qu'on accompagne. OK? C'est pas vrai en général, et c'est encore moins vrai avec les parents d'enfants à haut potentiel. Les parents d'enfants à haut potentiel n'ont pas besoin que vous mettiez de la distance relationnelle avec eux. Ils ont au contraire besoin de sentir que vous êtes pleinement engagé dans une relation avec eux. Ça ne veut pas dire qu'on va plonger avec eux dans leurs problèmes. Ça ne veut pas dire qu'on va perdre toute objectivité sur la situation. C'est de ça dont on a besoin pour être réellement aidant. Mais par contre, il va être nécessaire de vivre l'expérience, si ce n'est pas habituel pour vous, de vivre l'expérience, de rentrer réellement dans une relation de qualité avec les parents que vous accompagnez. Maintenant qu'on a vu les composantes de l'écoute active, on va se parler aussi des obstacles. C'est quoi qui fait que quand j'essaye de pratiquer l'écoute active, ben, j'y arrive pas? C'est quoi les obstacles à ça? Différents obstacles ici aussi, je vous les partage sur le PowerPoint que je vous ai préparé. D'abord, tout ce qui est distraction externe. Distraction externe, c'est quoi? Ça peut être le téléphone qui sonne, l'interphone quand on est en rendez-vous, le prochain client qui arrive et puis l'interphone qui se met à sonner. L'idée, c'est vraiment de créer cette bulle, cet espace de bulle dans lequel il n'y a aucune distraction qui vient interrompre votre écoute. Ça va passer par des choses très simples que vous faites probablement déjà, de couper votre téléphone portable, bien entendu, mais peut-être aussi de penser à couper l'interphone ou de prévoir des créneaux suffisamment larges pour que la personne suivante n'arrive pas pendant que la personne que vous êtes en train d'accompagner est encore là, pour vraiment que les parents sentent que sur ce temps-là, vous êtes pleinement avec eux, qu'il n'y a rien d'autre qui peut vous distraire. En plus, hein, les parents d'enfants au potentiel, vous devez comprendre que eux-mêmes, ils sont déjà surstimulés en permanence. Ils sont surstimulés par les préoccupations quotidiennes, par l'organisation de l'emploi du temps, qui peut être un vrai challenge pour les parents d'enfants au potentiel. Ils sont surstimulés par tout un tas d'informations, la charge de leur vie quotidienne en général. Et donc, ils ont aussi besoin de retrouver un espace dans lequel ils peuvent se penser. Et pour pouvoir se penser, pour pouvoir avoir le temps de se penser, il faut qu'il n'y ait aucune distraction extérieure qui vienne nous interrompre. Donc, on va inviter aussi les personnes qu'on accompagne, eux aussi, à couper leur téléphone, à mettre en pause, à mettre en silencieux, etc., etc. OK? Ensuite, un autre obstacle à l'écoute active que vous connaissez sans doute moins, ce sont tous les préjugés et tous les stéréotypes qu'on peut avoir, nous, comme accompagnants. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que moi, comme accompagnant, quand une famille arrive en accompagnement, un parent d'enfant à haut potentiel arrive en accompagnement, moi, je suis déjà habitée par tout un tas de croyances. J'ai des croyances sur ce qu'est un enfant à haut potentiel. Je vous ai partagé rapidement dans le premier module ce qu'est vraiment le haut potentiel, l'essence du haut potentiel, cette autre manière d'être au monde euh, et qui n'est pas uniquement qu'un score au test de QI. Mais il n'empêche que selon mon niveau de formation dans le champ du haut potentiel, je vais avoir tout un tas de croyances. Et puis, je vais avoir tout un tas de croyances sur la parentalité aussi. Ici, je vous forme, je vous accompagne pour modifier ce regard et pour vous amener avec moi dans un art d'accompagner qui soit plus humain. C'est vraiment l'intention de ce programme, de retrouver de l'humanité dans vos accompagnements. Mais il n'empêche que quand une famille arrive, je suis habitée, moi, par tout un tas de croyances sur la parentalité, sur ce que je pense qui est bien, sur ce que je pense qui est pas bien et qui est moins bien. Je suis habitée aussi par tout un tas de stéréotypes sur le parent d'enfant à haut potentiel et puis sur l'enfant à haut potentiel, lui aussi. Tout ça, toutes ces croyances, toutes ces stéréotypies, ça va venir parasiter la manière dont je suis capable d'écouter vraiment ce que le parent qui est venu à moi a besoin de me dire, a besoin de me partager.
Alors pour ça, hein, vous allez avoir des exercices en dessous de cette vidéo. Si on avait été en live, on aurait fait ensemble ces exercices, mais pour l'instant, le format de cette formation est en format préenregistré. On pourra peut-être imaginer ensemble, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à m'envoyer des messages. On pourra imaginer hein, de faire des séances d'exercice en direct, en ligne, mais en direct pour vous entraîner à tout ça. Mais en tout cas, ça va être vraiment important de garder un esprit ouvert quand vous accompagnez, quand vous accueillez les parents, quand vous essayez de les écouter. Et puis, quand vous avez ce type de pensée de «Ah, mais moi, j'ai compris où est le problème. Je sais déjà comment dénouer la situation». Quand vous avez ces flashs comme ça qui vous arrivent, moi, je vais vous inviter à peut-être les noter sur un papier pour vous en débarrasser, pour éliminer de votre cerveau ce que vous croyez déjà savoir. Comme accompagnant, il y a tout un tas de choses qu'on pense déjà savoir. Et puis parfois, on a raison. Parfois, c'est vrai. Puis parfois, c'est pas vrai. Parfois, on se trompe. Donc, c'est vraiment avoir cette humilité de se dire ce que j'entends, ce que je perçois, les solutions que je suis en train de, de préconstruire dans mon esprit, peut-être qu'elles sont le fruit de croyances et de stéréotypies. Je vais me les noter pour les sortir de mon cerveau. Et puis, je vais me les noter parce que peut-être que ça va être confirmé par la suite de mon accompagnement et peut-être pas. OK? Donc, l'idée, ça va vraiment être aussi de prendre du recul par rapport à vos propres croyances, à vos propres pensées, même par rapport à vos pensées professionnelles. Je me note ce qui me vient spontanément. J'ai vu où était le nœud. J'ai perçu quel était le problème. Je sais quelles compétences ce parent a besoin de développer. Tout ce qui nous vient comme des flashs, comme ça, comme des automatismes, hein. Je vous invite vraiment à le noter pour vous en débarrasser et pour être pleinement en train d'écouter ce que le parent qui est en face de vous est en train de vous dire. OK? Ça paraît très facile comme ça, mais si j'ai choisi de vous proposer ce programme sur l'art d'accompagner, c'est que je sais, en formant depuis bientôt une année de nombreux professionnels de l'accompagnement, je sais à quel point c'est beaucoup moins simple qu'il n'y paraît, parce qu'il y a tout un tas de mécanismes qui rentrent en jeu. Même dans ce programme, si vous êtes en train de vous dire, OK, mais moi ça je sais déjà, j'apprends rien, je vais vous inviter vraiment à mettre encore plus de conscience là-dessus, à mettre encore plus de clarté là-dessus. Ok, peut-être vous le savez déjà que c'est important d'être pleinement attentif, mais est-ce que vous le faites vraiment? Est-ce que vous n'êtes pas envahi par certaines de ces pensées? Moi, j'accompagne depuis très longtemps des parents d'enfants au potentiel et puis j'accompagne d'autres êtres humains depuis plus de 24 ans. Et il m'arrive encore d'avoir ces automatismes, ces croyances qui viennent me faire penser que peut-être je sais déjà. Parfois, c'est vrai. Parfois, les séances suivantes me montrent que j'étais à côté et que je me suis trompée. Ok, donc c'est avoir pas mal d'humilité comme professionnel de l'accompagnement pour se dire, je vais remettre en question systématiquement ce que je pense déjà savoir. OK? Troisième obstacle à l'écoute active, et pas des moindres, bah, c'est nos propres émotions, nous comme accompagnants. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, j'ai la conviction qu'on ne s'intéresse pas à l'accompagnement des parents d'enfants à haut potentiel par hasard et que souvent, soit notre enfant est concerné par le haut potentiel, soit nous-mêmes, on est concerné par le haut potentiel. Des fois, on le sait, des fois, on ne le sait pas, des fois, on le découvre en même temps que notre enfant, hein. C'est un petit peu le double effet qui se coule du haut potentiel. C'est comme ça que je l'appelle, hein. En tout cas, c'est ce moment où moi, comme parent, je prends connaissance du haut potentiel de mon enfant. Et puis par la même occasion, bah, je mets en lumière mon propre haut potentiel. C'est ce qui m'est arrivé, c'est peut-être ce qui vous est arrivé à vous aussi. Ça veut dire que si on part de cette expérience-là, on peut se dire que vous aussi, vous êtes des personnes qui émotionnellement êtes des individus intenses. D'accord? Ça veut dire que dans votre accompagnement, vous allez vivre vous-même des émotions qui sont fortes. Parce que le discours de cette maman vous touche particulièrement. Parce que le discours de ce papa vient réveiller certaines de vos blessures. Parce que l'histoire de cet enfant
vous bouleverse. OK? Vous allez être en prise avec vos propres émotions. Si vous êtes déjà professionnel de l'accompagnement, et ça devrait être le cas dans ce programme, vous savez ça. Vous savez que vous-même, vous êtes touché par l'histoire des personnes que vous accompagnez. Sauf que quand on est en train d'essayer d'écouter activement une famille, un parent, ça peut être vraiment euh, perturbant. Nos propres émotions d'accompagnant peuvent être réellement perturbantes. Comment on fait pour trouver un espace en nous où on peut rester calme et où on peut offrir aux parents qui eux-mêmes sont en train de vivre des émotions fortes, où on peut leur offrir à eux aussi un espace apaisé? Ben, ça va être déjà de mettre de la conscience sur le fait que, waouh, là, je suis en train de vivre une émotion importante en lien avec ce que cette maman est en train de me partager. Quand je suis dans mon émotion, je suis plus en train d'écouter. Je vais vous inviter, quand vous êtes dans ce type de situation, quand vous sentez que vous êtes en train de vivre une émotion qui est très forte, qui vous ramène à vous et du coup qui vous déconnecte de l'autre, c'est pour ça que c'est ennuyeux, c'est parce que ça vient vous déconnecter du parent. Ben, peut-être de juste demander à faire une pause, peut-être de juste de dire, OK, on va faire une petite pause de 2, 3 minutes, aller boire un verre d'eau, faire quelques pas, faire redescendre votre niveau émotionnel pour pouvoir à nouveau écouter pleinement. Vous savez, être un expert dans l'accompagnement des parents d'enfants au potentiel, ça prend pas mal d'humilité. Ça prend pas mal de conscience que vous n'avez pas besoin, comme accompagnant, d'être des humains parfaits. Vous n'avez pas besoin de gérer toutes vos émotions. Vous n'avez pas besoin de refouler les émotions qui arrivent quand elles sont là, quand un parent vous partage quelque chose de fort. Je vous le rappelle, les parents d'enfants au potentiel, ils ont besoin de pouvoir avoir accès à votre humanité. C'est tout à fait OK de dire à un parent, écoutez, je vous demande qu'on fasse une petite pause parce que ce que vous venez de me partager là, c'était très fort en émotion. Et comme je ressens une très forte émotion, je suis plus complètement disponible pour vous écouter. Et moi, ce qui me tient à cœur là, c'est de vous écouter vraiment. Alors, je préfère qu'on fasse une petite pause, le temps que ma charge émotionnelle redescende. Et puis ensuite, ben, je serai à nouveau 100% disponible pour vous écouter. Je sais que ce n'est pas conventionnel, ok, mais en même temps, si vous êtes venu dans ce programme, c'est parce que vous cherchez des choses qui ne sont pas conventionnelles. C'est pas conventionnel, mais quel intérêt ça a? D'abord, ça témoigne de votre réelle implication dans l'écoute de cette famille, de ce parent à ce moment-là, puisque vous préférez faire une pause pour faire redescendre, pour ressortir de votre émotion et être de nouveau attentif aux parents. Mais ça fait quelque chose d'autre. Vous savez, j'ai ma communauté, je les appelle les parents inspirants. Donc, les parents que j'accompagne sont des parents inspirants, c'est-à-dire sont des parents qui œuvrent chaque jour à être de meilleurs modèles pour leurs enfants, de là où ils sont, pas des modèles parfaits, mais des meilleurs modèles de là où ils sont avec les compétences qu'ils ont aujourd'hui et avec toute cette humanité-là pour montrer à leurs enfants que on peut être un être humain totalement imparfait, que c'est OK et que c'est OK d'avoir des petits pas à faire et des compétences à développer, etc., etc. Je pense profondément, pour l'expérimenter depuis de nombreuses années maintenant, que nous, comme accompagnants, on a ce même rôle auprès des parents. C'est parce que moi, comme accompagnant, je vais m'autoriser à dire aux parents, écoutez, je ressens une émotion très très forte là, je suis plus complètement disponible pour vous, est-ce que vous êtes OK pour qu'on fasse une petite pause? Et puis après, je reviendrai pleinement vous écouter. En faisant ça, j'autorise le parent à faire la même chose avec son enfant quand la situation va se produire pour lui. Est-ce que vous voyez cette chaîne de guide dans laquelle je conçois l'accompagnement des parents d'enfants au potentiel? L'accompagnant devient un guide du parent qui lui-même guide son enfant. Il n'y a pas de hiérarchie, hein. On n'est pas dans une construction hiérarchique, on est dans une construction de personne qui est en capacité de guider une autre personne. Et je pense que comme accompagnant, on a
la responsabilité aussi de montrer l'exemple d'une approche d'écoute active et d'empathie auprès des parents qu'on accompagne pour les inspirer eux-mêmes dans la manière dont ils vont accompagner leurs propres enfants. Donc, plutôt que de vous couper de ces émotions fortes, je vais vraiment vous inviter à les partager avec les personnes que vous accompagnez. Vous n'êtes pas obligé, et c'est même déconseillé pour le coup, hein, vous n'allez pas rentrer dans tous les détails de cette émotion. Vous n'allez pas dire, waouh, moi, ça me parle de quand j'étais petite et j'ai vécu ça. On ne va pas inverser les rôles. Juste partager ce que vous êtes en train de vivre. Je suis prise d'une forte émotion, du coup, j'arrive plus à vous écouter vraiment. On fait une pause et quand cette émotion sera redescendue, je serai à nouveau capable de vous offrir toute mon intention. OK? Je sais, c'est challengeant, ça vient avec pas mal d'humilité, mais je vous invite vraiment à faire l'expérience de ça dans les accompagnements qui vont se présenter prochainement. La parentalité, c'est une suite d'expériences et l'accompagnement aussi. Et l'accompagnement professionnel, quand on veut lui donner une autre dimension, ça passe par expérimenter de nouvelles choses. Donc, je vous invite vraiment à expérimenter ça. OK. Alors, on poursuit sur cette deuxième partie. On va se parler maintenant d'empathie. Pourquoi on va se parler d'empathie? On a parlé d'écoute active jusqu'à maintenant. Vous avez senti que cette écoute active, elle est saupoudrée d'empathie un petit peu partout. Et donc, ça me paraissait important de vous partager des choses autour de cette question de l'empathie. Vous devez déjà comprendre que votre empathie, c'est votre plus grande force. C'est ce qui va vous permettre de vous connecter humainement aux personnes que vous accompagnez. C'est parce que vous êtes capable de percevoir les besoins réels des parents que vous accompagnez et donc que vous êtes empathique, que vous allez être réellement aidant pour ces familles-là. Si je n'ai pas d'empathie comme accompagnant, si je me suis coupée de mon empathie, si j'ai appris qu'il fallait pas en avoir, si j'ai appris qu'il fallait mettre une grande distance relationnelle et ne pas être touchée par l'histoire des personnes que j'accompagne, si je me coupe de mon empathie, alors je n'ai plus accès à la compréhension des besoins réels des personnes qui viennent me demander leur soutien. Or, dans l'art d'accompagner les parents d'enfants à haut potentiel, je vous invite vraiment à aller rechercher et identifier les besoins réels de ces personnes-là. Et pour arriver à les sentir, pour arriver à les cerner, pour arriver à les comprendre, vous avez besoin, votre meilleur outil, c'est votre empathie, justement. OK? Alors, vous dire aussi que, je vous parlerai de la différence entre empathie et sympathie dans quelques secondes, mais vous dire aussi que vous vous rappelez, les parents d'enfants à haut potentiel, ils ont cette sensation, et c'est pas qu'une sensation, hein, ils ont ce vécu dans leur vie. J'en discutais encore avec mon groupe d'accompagnement, pas plus tard qu'hier soir. Ils ont ce vécu dans leur vie d'être incompris, d'être isolés. Ils ont les mêmes défis que les autres parents, mais ils en ont en plus, ils en ont d'autres. Sauf que ces autres défis qu'ils ont, elles ne sont pas compris par la société parce que quand on a un enfant à haut potentiel, le regard de la société, c'est que tu vas quand même pas te plaindre, quoi. C'est quand même super chouette d'avoir un enfant au potentiel, tu te rends compte qu'il va pouvoir faire tout ce qu'il veut dans la vie, etc., etc. Ils sont pris dans les mythes qui sont liés au potentiel. La plupart des gens non formés à la question du haut potentiel sont pris dans ces mythes-là. Et donc les parents, leur vie quotidienne, c'est ça, c'est de l'incompréhension. D'accord? Donc cette empathie, cette capacité que vous allez avoir à comprendre profondément les défis qu'ils vivent, en lien avec les comportements dérangeants de leurs enfants, mais pas uniquement. Les défis qu'ils vivent dans leur parentalité. Comment est-ce que être parent d'un enfant à haut potentiel pour ce parent-là, quelle blessure est-ce que ça vient réveiller? Quelle histoire est-ce que ça vient bousculer chez lui? Comment est-ce que ça vient remettre en cause toutes ces croyances sur la parentalité? C'est parce que vous allez avoir de l'empathie pour ça que vous allez être particulièrement aidant avec les parents d'enfants à haut potentiel. Donc, vous l'avez compris, hein, l'empathie, c'est cette capacité que j'ai comme être humain à pouvoir percevoir et comprendre les émotions, les difficultés, les propos
d'un autre être humain. Pourquoi est-ce que c'est différent de la sympathie? La sympathie, hein, c'est mon amie et ma mentor Fanny Nussbaum dans le domaine du haut potentiel qui en parle très bien. La sympathie des personnes haut potentiel, c'est non seulement cette capacité de comprendre, de percevoir les besoins, les émotions de quelqu'un d'autre, mais c'est plus que ça. C'est les percevoir et les comprendre, mais c'est en faire sien. C'est les ressentir profondément. C'est quand je suis empathique, quand j'ai une maman qui est bouleversée en face de moi parce que elle est épuisée, qu'elle trouve plus de solution face à l'opposition de son enfant, qu'elle se rend bien compte que la qualité de la relation, elle est médiocre et que c'est pas ça qu'elle avait souhaité dans sa vie de famille et qu'elle s'effondre en face de moi. Si j'ai de l'empathie, je peux percevoir à quel point c'est compliqué pour cette dame. Je peux percevoir combien est-ce que ça génère de la tristesse, de la colère peut-être aussi. Je peux saisir tout ça. Si je me laisse aller à ma sympathie de personne au potentiel, je vais m'effondrer avec elle. Donc la sympathie, c'est quand je plonge, pour résumer, c'est quand je plonge dans les difficultés des parents que j'accompagne, quand je plonge avec eux. Nous, comme accompagnants, on a besoin de notre empathie, mais on a besoin de dompter notre sympathie pour ne pas plonger. On a besoin de comprendre, mais on ne peut pas ressentir l'émotion de cette dame en même temps qu'elle la ressent. C'est différent de ce que je vous disais tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous disais, quelqu'un est en train de me raconter quelque chose, waouh, ça réveille un truc en moi, ça fait naître une émotion en moi. C'est pas l'émotion de cette dame, c'est la mienne. OK? Là, je peux la partager. Par contre, si une maman est en train de vivre, elle, une émotion très forte, et que moi, plutôt que simplement la percevoir, la comprendre, l'accueillir, l'identifier, etc., je me mets à la vivre avec elle, alors je ne peux plus être aidante. OK? Donc, ça veut dire qu'il va falloir prendre conscience, mettre de la clarté sur votre propre sympathie. Est-ce que vous avez tendance à être particulièrement impacté quand face à la tristesse de quelqu'un ou peut-être face à la colère de quelqu'un? On a tous plus ou moins une émotion particulière qui active plus ou moins notre sympathie comme personne au potentiel. Donc, allez identifier ça chez vous et ne la refoulez pas. Ne mettez pas un masque, par pitié, enlevez vos masques dans les accompagnements des parents d'enfants au potentiel. Ne mettez pas un masque, simplement avoir de la clarté sur, ok, cette maman, elle est super triste, elle vit un truc super dur, et waouh, ça m'embarque, et je me sens super triste aussi, et je perçois l'ampleur de sa tristesse, etc. Si j'ai de la clarté là-dessus, je peux remettre de la raison, je peux remettre de l'objectivité, je peux avoir en même temps cette émotion très forte qui vient en moi et qui n'est pas à moi, et en même temps être en capacité de me dire, ok, je ressens tout ça, mais c'est pas à moi. Et donc, je peux garder une certaine objectivité. C'est vraiment quelque chose d'important quand on veut accompagner les parents d'enfants à haut potentiel. Alors, pourquoi est-ce que l'empathie, c'est tellement essentiel avec les parents d'enfants à haut potentiel? D'abord parce que c'est votre arme numéro un pour créer cette fameuse relation de confiance. Je sais, je vous parle beaucoup de relation de confiance et je vais encore vous en parler dans la suite du programme parce que c'est essentiel avec les parents d'enfants au potentiel. On ne peut pas être un accompagnant, un expert d'accompagnement des parents d'enfants au potentiel, voire même des enfants directement au potentiel, si on n'est pas en mesure de créer cette relation de confiance. Elle est primordiale, d'accord? Donc cette empathie va être un des moyens dont vous allez pouvoir vous saisir pour créer cette relation de confiance avec les parents. Ensuite, c'est elle qui va vous permettre de comprendre les besoins. C'est elle qui va vous permettre, quand vous êtes dans cette phase d'écoute active, de vous défaire de vos croyances sur la parentalité, sur cette personne, sur cet enfant. C'est elle qui va vous permettre de garder un regard individualisé sur les besoins
réel de cette personne-là, en dehors de vos croyances, en dehors de ce que vous pensez juste ou pas juste, en dehors de ce que vous pensez bien ou moins bien. Parce que j'ai de l'empathie pour la personne que j'accompagne, alors je suis en mesure de saisir, d'identifier ses besoins à elle, avec qui elle est, avec son histoire, son parcours, ses valeurs, sa culture, cet enfant-là. C'est tout ça, grâce à mon empathie, que je vais pouvoir identifier. Et c'est de cette base-là c'est cette base-là, pardon, que j'ai besoin de comprendre pour pouvoir travailler par la suite sur la mise en place d'un projet d'accompagnement. Niveau 2 de la formation, si vous êtes intéressé pour poursuivre après ce programme-là sur le niveau 2 et aller voir comment on fait, une fois qu'on sait comment accompagner, qu'est-ce qu'on fait de ce savoir concrètement pour mettre en place un accompagnement individualisé avec les parents d'enfants à haut potentiel, vous m'envoyez un mail, je vous donne toutes les infos pour pouvoir rejoindre le niveau 2 du programme. Mais en tout cas, toujours est-il que cette base-là, vous en avez besoin pour comprendre les besoins réels de cette famille-là. OK? Ensuite, l'empathie, elle va favoriser une bonne qualité de communication. Je vais identifier un besoin chez cette maman, chez ce papa, chez ce couple peut-être, et c'est parce que je l'ai identifié que je vais pouvoir le reformuler, que je vais pouvoir leur faire valider que j'ai bien compris ce qu'ils étaient en train de me partager. Je vous rappelle, je vous renvoie à cette humilité à laquelle je vous invite vraiment à être euh, très attentive et très attentif. C'est parce que j'ai mis en action mon empathie que je peux communiquer de manière plus authentique avec les personnes que j'accompagne. OK? Donc voilà pourquoi hein, l'empathie, elle est particulièrement essentielle avec les parents d'enfants à haut potentiel. Alors, comment on fait pour développer son empathie? On est tous, hein, tous les êtres humains sont empathiques. Si vous êtes concerné par le haut potentiel, vous êtes même sympathique. Donc je vous rappelle, on met de la conscience là-dessus, de la clarté là-dessus. On ne cherche pas à refouler ça. Ça fait partie de qui vous êtes comme être humain. Et c'est parfaitement imparfait comme ça, ok? Juste, je mets de la clarté là-dessus et ça me permet, quand je me sens être embarquée dans l'émotion de l'autre, de remettre un petit peu de raisonnement et de me redire, OK, je respire, ce n'est pas mon émotion, c'est l'émotion de la personne qui vient en face. Mais comment on fait pour développer son empathie? Eh bien, on va utiliser l'écoute active. Si j'écoute activement ce qui est réellement en train de me dire quelqu'un, alors forcément, je développe mon empathie. Vous allez trouver encore une fois en dessous de cette vidéo des exercices pour vous entraîner à la fois à l'écoute active, à la fois à l'empathie. Comme nous ne sommes pas en direct ensemble pour faire ces accompagnements, en tout cas dans cette session-là, j'espère que dans les prochaines sessions, on pourra être ensemble, mais dans cette session-là, dans la première mouture de ce programme, nous ne sommes pas ensemble pour faire ces exercices. Donc, j'ai conçu des exercices pour vous permettre de les faire dans votre vie quotidienne, dans votre vie professionnelle, mais aussi dans votre vie quotidienne. C'est un entraînement. L'écoute active et l'empathie, on peut en avoir saisi le concept, et c'est très bien d'en avoir saisi le concept, mais vient le temps ensuite de s'entraîner, de muscler notre muscle de l'empathie. OK? Et ça passe forcément par de l'expérience et par de la mise en action. On va développer son empathie aussi euh, oh, il y a une grosse faute, et vous m'excuserez, écoute active. J'ai tapé trop vite. Écoute active. On va se servir aussi des questions ouvertes pour développer notre empathie. C'est quoi une question ouverte? C'est une question qui va encourager une discussion qui va être approfondie. Les parents d'enfants au potentiel, ils arrivent en accompagnement et surtout lors des premières séances, quand on est en train de créer cet espace de confiance, ils ont besoin de décharger toutes les difficultés qu'ils rencontrent. Il y a cette phase comme ça de décharge. OK? À nous, comme accompagnants, pour développer notre empathie, à nous de lancer de la conversation.
Pas de questions-réponses parce que j'ai des cases à cocher. Pas de questions où c'est oui ou non. De la conversation, de l'intérêt réel pour la personne qui vient là me déposer des choses qui sont importantes pour elle. Mettez en place de la conversation avec des questions qui sont ouvertes. Les parents ont besoin de vous expliquer des situations qui sont complexes. Eux-mêmes, ils vous livrent ça comme ça vient. Et même si j'écoute activement, il est possible que je ne comprenne pas le défi, que je ne comprenne pas le besoin. J'ai besoin d'utiliser des questions ouvertes pour clarifier ma compréhension. OK? Donc, ça va me permettre à moi de clarifier la compréhension des besoins, des envies, des défis de ce parent-là, et ça va témoigner de mon implication, de ma volonté profonde de comprendre ce que ce parent est en train de vivre. OK? Et puis enfin, on va valider les émotions, bien entendu, hein. Une maman qui arrive et qui est très en colère parce que son fils s'oppose tout le temps et qu'elle n'en peut plus et que c'est devenu très compliqué. J'avais une maman, par exemple, hier en accompagnement qui me partageait combien elle était blessée des mots utilisés par son enfant lors des crises et qui ressentait beaucoup de colère. Mon empathie, je vais aussi la muscler en validant le fait que, ouais, vous avez le droit d'être en colère. Oui, ça met très en colère d'entendre ça. OK? Ça ne veut pas dire que on s'en fout, en fait, que je trouve qu'il y a une légitimité ou pas à être en colère. Je vais valider le fait que pour cette maman, il y en a une de légitimité. Peut-être que moi, comme professionnelle de l'accompagnement, peut-être que je me dis, il n'y a vraiment pas de quoi se mettre en colère, il y a tellement plus grave. Je vois des situations tellement pires. On peut avoir comme accompagnant, on peut avoir cette tendance-là, hein, à se dire, fou, mais rien du tout ce qu'elle traverse, cette maman. La personne que j'ai accompagnée juste avant, elle était dans une situation tellement plus difficile. Alors, je vais avoir tendance à vouloir raisonner la maman qui est en face de moi. Je vais avoir tendance à vouloir lui dire oui, oui, c'est désagréable, mais ça pourrait être pire. Et puis regardez, il a quand même fait l'effort de revenir. Je vais essayer de rationaliser l'émotion, OK? Au regard de ma propre expérience passée personnelle et de l'expérience passée comme professionnelle des autres situations que j'ai déjà eues à accompagner. Moi, je vais vous inviter à surtout ne pas rationaliser les émotions de la personne qui vient en accompagnement, quelle que soit votre spécialité. Je vais valider, je vais donner de la légitimité à cette émotion-là. Parce que moi, je la trouve légitime ou pas, en vrai, on s'en fout, OK? Il ne s'agit pas de moi là, il ne s'agit pas de ce que je pense, il s'agit de cette maman. Et pour cette maman-là, à ce moment-là, son émotion, elle est 100% légitime. Et elle a besoin que quelqu'un soit là pour lui dire, vous avez le droit. Peu importe ce que j'en pense. OK? Encore une fois, je vous rappelle la chaîne de guide dont je vous ai parlé tout à l'heure. Si moi, comme accompagnant, je suis en capacité d'extraire ce que je pense juste, pas juste, légitime, pas légitime, etc., etc., de la relation que je suis en train de créer avec une famille, en acceptant et en validant la légitimité du fait que cette maman ressent cette émotion à ce moment-là, je suis en train de lui transmettre comment est-ce qu'elle va faire elle aussi avec son enfant dans les jours qui viennent. Rappelez-vous que comme accompagnant, je vous invite dans l'art d'accompagner les parents d'enfants à haut potentiel à être ce modèle inspirant pour les parents. Combien de personnes que j'accompagne me témoignent, me rapportent que ils ont vécu une situation compliquée avec leur enfant et qu'ils ont choisi d'adopter la posture que j'adopte avec eux. C'est parce qu'ils l'ont vécu eux, qu'ils se sont rendus compte combien, oh, qu'est-ce que c'est soulageant quand quelqu'un me dit que j'ai le droit d'être en colère ou que c'est OK d'être en colère pour ça, même s'il y en a déjà 10 autres qui m'ont dit que qu'il n'y avait pas de raison que je me mette en colère.
Ben là, il y a quelqu'un qui me dit, peu importe ce que moi j'en pense, tu te sens en colère, c'est que tu es en colère. Et du coup, ça suffit à légitimer ça. Ben, la maman, après, elle va pouvoir refaire ça dans sa vie quotidienne avec son enfant. Elle va pouvoir s'inspirer de votre modèle. Vous avez, vous, comme accompagnant, à être des modèles inspirants pour les parents que vous accompagnez, pour les inspirer à un modèle relationnel qu'ils vont pouvoir mettre en place avec leurs enfants dans leur vie de famille, avant même d'avoir mis quelques outils que ce soit en place. Vous avez bien compris que dans ce programme, on ne se parle pas d'outils, on ne se parle pas de quel outil est-ce que je donne à cette maman qui est très en colère avec cet enfant. On travaille sur de l'humain, on réfléchit à notre posture d'humanité comme accompagnant. On commence dans ce programme, dans ce niveau 1 de votre chemin pour devenir des experts dans l'art d'accompagner les parents d'enfants au potentiel. On met de la clarté sur qui on est nous comme professionnels, sur ce qu'on a besoin de désapprendre, sur quelle nouvelle posture est-ce qu'on a besoin, quelle nouvelle posture est-ce qu'on peut adopter. Et puis, eh bien, on va devenir des modèles inspirants pour les parents que l'on va accompagner. Il y a quelque chose de très important que vous devez comprendre là aussi. Dans aucun des programmes de ce parcours, je ne vous inviterai à faire du Séverine. D'accord? Je vous partage ce que j'ai mis en place avec de très nombreuses familles depuis plusieurs années. Et pourquoi est-ce que je vous partage ça? Parce que je vois à quel point c'est efficace et les professionnels que j'ai formés me témoignent de combien ça a tout changé dans leurs accompagnements. Ça ne veut pas dire que vous devez faire du Séverine. Tout ce que je viens de vous dire là, toutes les questions que je vous ai amenées à vous poser, c'est essentiel que vous le fassiez avec qui vous êtes vous comme accompagnant. Quelle va être votre manière la plus authentique de pratiquer l'écoute active? Quelle va être votre manière la plus authentique de poser des questions ouvertes? Quelle va être votre manière la plus authentique de valider les émotions de quelqu'un? Il faut qu'il y ait de vous dans tout ça. Vous devez comprendre que on ne peut pas accompagner de manière réellement aidante une famille, des parents d'enfants à haut potentiel sans y mettre un peu de nous. Votre authenticité, votre humanité. On se parlera des espaces pour vous soutenir, vous, d'accord, dans cette démarche-là, parce que c'est important d'être soutenu. Et pour l'instant, sur ce parcours-là, vous avez le groupe Telegram, je vous le rappelle, sur lequel vous pouvez venir partager vos retours. Venez partager vos expériences. Venez dire, OK, j'ai essayé de mettre plus d'humanité dans mon accompagnement aujourd'hui. J'ai essayé l'écoute active. Voilà où ça m'a challengé. Voilà où ça a été compliqué. J'ai essayé de mettre plus d'empathie, moins de sympathie. Et puis, j'étais pleinement sympathique. J'y suis pas arrivée. Venez partager ça dans le groupe Telegram. Le groupe Telegram, il est là pour vous soutenir. Mais pendant qu'on est en accompagnement, on est là pour soutenir les personnes qui sont présentes, avec qui vous êtes, avec vos forces, avec vos vulnérabilités, avec votre humanité, avec votre personnalité, avec votre caractère. Tout ça va se teinter de qui vous êtes. C'est vraiment très important. OK? Alors maintenant, j'ai eu envie dans ce programme, parce qu'il est en ligne et que j'enregistre ce programme en différé avec vous, j'ai eu envie de relever dans les précédents accompagnements de professionnels que j'ai mis en place, et entre autres dans le niveau 2, toutes les questions qu'on peut avoir autour de tout ça quand on est un professionnel de l'accompagnement. Alors, je vous propose de répondre à quelques-unes de ces questions. Vous en avez d'autres? Super, venez les poser dans le groupe Telegram. Je referai peut-être des vidéos complémentaires pour répondre encore plus à vos questions. Je vous rappelle que à l'heure actuelle, ceux qui voient cette vidéo-là, vous faites partie du programme de lancement de ce programme, et qu'il est donc voué à s'améliorer, à s'enrichir, et il ne s'enrichira si et seulement si vous participez à son enrichissement. Vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu, vous aimeriez avoir plus d'informations sur le thème de cette vidéo-là, sur
un sujet en particulier, venez me le dire dans le groupe Telegram. Et à ce moment-là, je créerai du contenu supplémentaire à celui qui est déjà prévu pour venir enrichir encore plus ce programme de formation. Alors, les questions. On est parti. Une question qui revient régulièrement. Comment est-ce que je peux pratiquer l'écoute active si j'ai un parent qui parle constamment et qui ne me laisse pas intervenir? Je vous disais tout à l'heure, hein, on a souvent des parents qui, lors des premières séances, viennent déposer, viennent décharger, viennent se soulager de tous leurs défis, de toutes leurs difficultés. Et ça va donner des parents qui parlent beaucoup, 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 et qui peuvent nous amener à tirer de la relation. Je vais le laisser parler. Moi, je vais vous inviter à, pas bien entendu, à ne jamais couper la parole d'un parent qui est en train de s'exprimer, mais par contre, à trouver des espaces pour poser une question, à trouver des espaces pour valider une émotion, à trouver des espaces pour faire préciser un besoin. OK? Ça va être important de laisser cette famille, ce parent, aller au bout de ce qu'il a besoin de déposer. Mais comme on l'a vu au cours de ce chapitre, dans votre posture de rester toujours pleinement engagé, dans votre contact visuel, de rester toujours pleinement engagé, de ne pas vous retirer de la relation, ok? Parce que vous pouvez avoir cette sensation que le parent, à ce moment-là, lui, il n'est pas dans une relation. Il est, lui, avec lui, en train de déverser. C'est très possible. C'est très possible. OK? Et peut-être que l'espace dans lequel il vient chez vous, dans votre accompagnement, c'est le seul endroit où il peut le faire. Ça ne veut pas dire que vous devez vous retirer de la relation. Bien au contraire. Moins la personne est dans la relation et dans un flot de paroles discontinu et semble complètement dans ses pensées et pas du tout en connexion avec vous, plus c'est à vous de faire ce chemin vers elle. Donc, bien entendu, on maintient une bonne qualité d'écoute, on maintient le contact visuel, on essaye de valider les émotions, de poser des questions ouvertes. Et puis, si nous-mêmes, hein, puisque je vous rappelle, authenticité pour les professionnels de l'accompagnement, si nous-mêmes, on se sent submergé d'informations, peut-être à ce moment-là, on peut stopper. Peut-être à ce moment-là, si ça fait 30 minutes que cette personne est en train de parler en discontinu, peut-être on peut dire, OK, je vois que vous avez beaucoup de choses à partager aujourd'hui. Moi, ce que je vous propose, c'est que on en garde un petit peu pour la prochaine fois. Peut-être on peut signifier que nous, on est saturé d'informations. Peut-être on peut verbaliser que, waouh, il y a plein de choses et du coup, je me sens un peu perdue au milieu de tout ça. Est-ce que c'est OK pour vous qu'on reprenne différents points, que je vérifie que j'ai bien compris ce que vous êtes en train de me dire? À vous d'aller chercher de la relation. OK? Deuxième question qui va apparaître maintenant. Comment est-ce que je peux montrer de l'empathie sans paraître trop impliqué émotionnellement? On s'en est déjà parlé, hein, mais c'est une question qui revient souvent. Et elle revient souvent simplement parce que on a tous et toutes été formatés à cette fameuse distance relationnelle qu'il faut mettre avec les personnes qu'on accompagne. C'est une illusion. OK? Ça fait 24 ans que je suis professionnelle de l'accompagnement avec des enfants, des jeunes enfants, des ados, des jeunes adultes, des familles, des parents, des fratries, avec des profils divers et variés. C'est une illusion d'imaginer qu'on peut être un professionnel de l'accompagnement et qu'on n'est jamais touché par les histoires de ceux qu'on accompagne. Je trouve ça même dangereux, pour vous dire la vérité. On n'est pas des robots, on est des êtres humains. La question, c'est pas tellement euh, chercher à ne pas être impliqué émotionnellement. La question, ça va être plutôt quand je me sens trop impliqué émotionnellement, quelles sont mes ressources? Quand je sens que j'ai basculé dans la sympathie plutôt que d'être maintenu dans l'empathie, comment je fais pour revenir à une posture empathique? On se l'est dit tout à l'heure, hein, mettre de la conscience là-dessus, j'observe que j'ai tendance à être plutôt très sympathique qu'empathique. J'ai tendance à être vite touchée émotionnellement par les histoires que les personnes me partagent.
Comment allez-vous faire demain dans votre prochain rendez-vous pour mettre moins de sympathie et plus d'empathie? Est-ce que vous allez euh, venir partager dans le groupe Telegram ce qui vous bouscule particulièrement? Est-ce que vous allez faire ce chemin-là de votre côté sur vos propres blessures, identifier ce qui vient vous chercher de manière assez systématique, les thèmes qui sont particulièrement sensibles pour vous à cette sympathie, de la clarté, mettre de la conscience. OK? Donc, une des clés pour mettre plus d'empathie, moins de sympathie, d'abord, c'est la solution à ne pas faire, c'est mettre un masque. Je me retire de la relation, je prends une posture en arrière, j'écoute plus vraiment parce que je suis en train de me protéger de mon propre monde émotionnel. OK, c'est pas le temps de faire ça. Le temps où la personne est là, c'est le temps où je sois pleinement avec elle. Peut-être que si j'ai cette tendance à la sympathie, peut-être qu'il faut que je prenne des rendez-vous 1 heure sur 2. Et peut-être qu'il faut que j'ai 1 heure de soupape entre 2 rendez-vous pour me dégager de cette sympathie. Peut-être que dans cette heure de soupape, je vais tenir un carnet pour mettre de la clarté, ce qui est à la personne, ce qui est à moi. Je vais me mettre dans une dynamique qui va me permettre d'adapter ma façon de travailler à qui je suis. OK? Ensuite, quelles sont les erreurs courantes en matière d'écoute active? Alors, les erreurs courantes, moi, j'en identifie surtout une, c'est de couper la parole. C'est de couper la parole, c'est de ne pas laisser les parents aller au bout de ce qu'ils ont besoin de vous transmettre. Parce que vous devez comprendre qu'en même temps que les parents sont en train de vous parler de la dernière crise de leur enfant et qu'ils sont en train de la mettre en mots, ils sont en même temps, eux aussi, en train de chercher du sens, en train de chercher de la solution, en train d'identifier une blessure, en train de repérer ce qu'ils auraient pu faire autrement, etc., etc. Moi, très régulièrement, les parents que j'accompagne me disent: Ah, en même temps que je te le dis, je vois que. OK? Donc, laissez-les aller au bout. Ne mettez pas votre cape de sauveur de j'ai compris, j'ai la solution. C'est pas de ça dont les parents d'enfants à haut potentiel ont besoin. Ils n'ont pas besoin que vous leur trouviez des solutions. Bien sûr, quand ils arrivent, ils pensent que vous allez avoir une baguette magique et que vous allez les soulager de toutes leurs difficultés. Mais si vous leur proposez à la place de ça une approche qui soit humaine, une relation, de la conversation, une vraie écoute, de l'empathie, croyez-moi, ils ne feront pas l'échange avec une baguette magique. Donc, à vous d'adopter la posture qui favorise ça. Donc, ça veut dire ne pas couper la parole des parents et les laisser aller au bout. Autre erreur, penser qu'on a déjà compris, on s'en est déjà parlé, mais c'est une erreur très fréquente que je vois dans le niveau 2 du programme, ou qu'on a pu identifier avec ceux du niveau 2. J'ai déjà vu où il y a un nous. J'ai déjà compris ce qui coince. Ou pas. Moi, j'aime bien toujours dire aux personnes que j'accompagne, quand on fait leur étude de cas, ou pas. Est-ce que tu es allé valider ça avec la personne? Est-ce que tu as soumis cette hypothèse aux parents avec qui tu es en train de travailler en ce moment? Donc, une erreur serait de penser que parce que j'ai 24 ans d'expérience auprès de publics divers et variés, quand cette maman-là que je ne connais pas, que je vois pour la première fois, sur laquelle j'ai très peu d'informations sur son parcours, son histoire, comment elle est devenue parent, ses valeurs, ses croyances, sa culture, cette personne que je ne connais pas, il suffirait de mon expérience pour identifier le nœud de ses difficultés et avoir des solutions pertinentes à lui procurer. C'est une erreur. Chaque individu est unique, chaque parent qui vient vous demander votre soutien, votre aide est un individu unique. Et même si votre intuition au final s'avère juste, je vais vraiment vous inviter à partir du postulat qu'elle est fausse. C'est ce que je fais, je prends des notes, je note telle, telle difficulté que j'ai identifiée, tel défi, tel besoin, et ensuite je fais valider à la personne concernée. OK? Sinon, ça veut dire que vous prenez cette posture de sauveur
Ça veut dire que vous mettez votre cape de sauveur en disant ne bougez pas, Superwoman arrive et moi j'ai les solutions. Vous les avez pas, ok? Comme vous les avez pas, qu'est-ce que ça va produire? Ça va produire de la déception chez les personnes que vous accompagnez. Ça va produire un manque une perte de confiance et puis ça va produire le fait que les parents ne reviendront pas, ok? Les parents reviennent, pourquoi? Ils reviennent parce que vous avez créé une relation de confiance, faite d'humilité, d'écoute active, d'empathie avec ces parents-là. D'accord? Donc, autre erreur courante, cette tendance qu'on peut avoir comme accompagnant à penser qu'on sait déjà. Partez toujours du principe que vous ne savez pas et que vous avez des intuitions, vous avez des flashs. Très bien, notez-les et faites-les confirmer. Ils seront parfois justes, ils seront parfois à côté de la plaque. OK? Une autre question. On continue. Comment puis-je utiliser l'écoute active dans un environnement en ligne? Ah oui, ça c'est une question qui est dans le niveau 2 du programme qui est revenue assez souvent. Est-ce que je peux... Ouais, mais on est en ligne, du coup, c'est pas pareil. Bah si, si. Moi, je travaille exclusivement en ligne. Mon groupe d'accompagnement est en ligne et je vous assure que je suis pleinement dans l'écoute active avec eux. C'est la même chose, ok? C'est cette posture. Je suis pas, regardez, quand je suis en train de vous transmettre du contenu, je suis engagée avec vous. Et comme je suis engagée avec vous, ben, j'avance régulièrement. Puis de temps en temps, je recule parce que je vois que je vais taper dans mon micro ou etc., etc. Mais je suis impliquée physiquement avec vous. Je suis pas à 10 kilomètres de mon micro, vautré dans mon fauteuil, en train de faire semblant de vous écouter. Je suis là, physiquement. Mon regard est présent. Alors, vous voyez peut-être avoir le regard par là de temps en temps et par là de temps en temps parce que j'ai une double caméra. Donc, mon regard est là. Mon regard est là. Je suis avec vous pleinement. Je fais pareil dans mes groupes d'accompagnement. Je suis pleinement avec les personnes qui sont là. Je leur fais reformuler, je valide avec eux ce qui est compliqué pour eux en ce moment, etc., etc. Donc, il n'y a pas tellement, il n'y a pas tellement de différence dans un environnement en ligne. J'aurais peut-être tendance, l'expérience me montrerait peut-être que euh, je peux être un peu moins tentée par ma sympathie dans un environnement en ligne qu'en présentiel. Peut-être que ça me met cette barrière-là, mais c'est la seule. Ça favorise plutôt mon empathie plutôt que ma sympathie. Mais en dehors de ça, ça ne change pas grand-chose. OK? Comment est-ce que je peux gérer mes propres émotions lors d'une séance d'accompagnement émotionnellement chargée? Je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Partagez-le. Faites preuve d'humilité et d'humanité. Waouh! Là, je vous cache pas que ça me bouscule. Je vous cache pas que là, votre situation, elle me perturbe. Il m'arrive fréquemment de verser ma larme dans mes accompagnements. Est-ce que je suis une moins bonne professionnelle pour ça? J'aurais tendance à vous dire, venez le demander aux personnes que j'accompagne, mais si j'en crois les personnes qui sont là depuis plus de 2 ans dans mes groupes d'accompagnement, c'est probablement que c'est cette humanité-là qu'ils viennent chercher chez moi. Partagez vos propres émotions. N'allez pas dans le récit de vos émotions. N'inversez pas les rôles. Juste partagez, waouh, là j'ai un frisson parce que ce que vous venez de me dire là, ça me donne la chair de poule. Et oui, vous êtes en train de leur dire que vous êtes un être humain. Ils ont besoin de votre humanité. Dites-leur que vous êtes des êtres humains. Un être humain, ça ressent des émotions quand il est en empathie avec une autre personne. Un être humain, ça verse une petite larme quand quelque chose qui est prononcé le touche ou l'émeut. Vous êtes des êtres humains, restez des êtres humains dans vos accompagnements. Ne faites pas de vos émotions des ennemis dans vos accompagnements. C'est vos meilleurs alliés, vos émotions. OK? Autre question, comment puis-je encourager les parents réticents à s'ouvrir davantage en prenant le temps? En prenant le temps de créer cette relation de confiance. Encore une fois, hein, cette base de l'art d'accompagner,
Elle a pour but de vous aider à créer cette relation de confiance avec tous les tips que je vous donne et toutes les explications que je vous transmets sur pourquoi c'est tellement important avec les parents d'enfants à haut potentiel. Mais parfois, il y a des parents qui vont vous faire confiance assez rapidement parce qu'il y a un feeling, parce que, ils vous ont déjà vu sur un réseau social, parce que. Et puis, il y a des parents qui vont mettre beaucoup plus de temps parce que là aussi, ils ont déjà vu de nombreux professionnels qui les ont jugés, qui les ont culpabilisés, qui ne leur ont pas apporté l'écoute et l'empathie dont ils avaient besoin. Donc, ils vont avoir de la réserve. Avant quoi que ce soit d'autre, quels que soient les outils dont vous disposez pour accompagner les parents d'enfants à haut potentiel, et je dis bien quels que soient les outils que vous avez, avant de partager n'importe quel outil, prenez le temps de créer une vraie relation de confiance avec les parents. Votre accompagnement, ce ne sont pas vos outils. Votre accompagnement, c'est vous. C'est la relation, l'accompagnement. OK? C'est pas les outils. En vrai, dans mon programme, en 3 volets, pour devenir expert en accompagnement des parents d'enfants au potentiel, on a cette base-là sur l'art d'accompagner. On a cette deuxième base sur créer un projet individualisé pour chacune des familles. Et ce n'est qu'au 3e volet qu'on se parle des outils. Ça vient à la fin, les outils. Prenez le temps dans vos séances d'accompagnement de construire cette relation. Il y a des parents pour qui ça va être rapide. Et puis, il y a des parents pour qui ça va demander plus de temps. Prenez ce temps. Vous n'êtes pas en train de rien faire hein, quand vous écoutez les parents. Vous n'êtes pas en train, alors je sais, hein, c'est votre petit syndrome de l'imposteur là, qui vient vous titiller, qui vient vous dire, oui, mais alors, si le parent ne repart pas avec un outil, il va se dire que je ne suis pas compétent. J'ai eu des témoignages encore la semaine dernière, lundi. J'ai eu des témoignages encore lundi des professionnels qui ont suivi le niveau 2 qui m'ont dit, mais Séverine, les gens, ils adorent. Les parents, ils adorent que je prenne le temps de les écouter. Ils adorent qu'il y ait 2, 3 séances où juste on est dans de la conversation. Ils adorent que finalement, je leur donne pas d'outils. Et oui, ce que les parents viennent chercher, c'est de la relation. Et ce que vous pouvez leur offrir d'abord, c'est de la relation. Viendra le temps de créer un projet, viendra le temps de donner des outils, mettre en place des outils qui vont servir le projet. Mais d'abord, créer de la relation. OK? Et les parents qui ont du mal à s'ouvrir, ils ont encore plus besoin que vous preniez ce temps-là. Y a-t-il encore une question? Eh bien non, il n'y a plus de questions. On arrive à la conclusion de ce 3e chapitre. Vous avez compris comment l'écoute active, comment l'empathie, particulièrement pour les parents d'enfants à haut potentiel, vont vous permettre de leur offrir un soutien qui va être efficace, va leur permettre à long terme de surmonter les défis. Vous avez maintenant les exercices à télécharger en dessous de cette vidéo, le quiz que je vais également vous mettre, je pense qu'il va apparaître en dessous de la vidéo, je vous redirai ça. Mais en tout cas, il y a un quiz qu'il va falloir aussi aller faire. Jouons un petit peu ensemble. Venez dans le groupe Telegram, partagez, pas forcément sur le contenu du programme. Ce qui m'intéresse dans le groupe Telegram, c'est comment est-ce que vous vivez ces nouvelles expériences-là. Allez mettre de l'écoute active, allez mettre de l'humanité dans vos accompagnements, allez créer de la relation, allez chercher de la conversation et venez vous servir du groupe Telegram pour faire un retour sur cette expérience. Où est-ce que ça a été confortable pour vous? Où est-ce que ça l'a pas été? C'est ça qui est important. Plus que la théorie de ce programme, ce qui est important, c'est l'expérience qu'il va vous permettre de vivre. Donc, je vous invite vraiment à venir nous partager dans le groupe. Que vous soyez du niveau 2, du niveau 1, du niveau 3, vous avez tous pour l'instant accès au niveau 1 à l'art d'accompagner. Venez partager dans le groupe Telegram. C'est quoi les expériences en lien avec l'écoute active pour vous? Merci beaucoup. Je vais arrêter le partage et revenir vers vous pour vous remercier de votre écoute, vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau chapitre. Et en attendant, eh bien, vivez de bonnes expériences, de belles expériences.
Et je me réjouis de vous retrouver la prochaine fois dans le prochain chapitre. Bye bye!